Sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous ma peau, un podcast qui révèle l'invisible en questionnant notre psyché, nos états d'âme. Aujourd'hui, nous allons parler d'addiction avec quelqu'un qui me suit et me soutient depuis des années. Il n'est pas souvent à Strasbourg, donc on peut juste être content qu'il soit là parmi nous aujourd'hui. C'est Alexis. Et bonsoir, bonjour. Je te laisse te présenter si tu le désires. Avec grand plaisir. Je suis très content d'être là avec toi, de pouvoir discuter et de savoir que nos voix vont porter et pouvoir peut-être enclencher d'autres réflexions avec des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Moi, je m'appelle Alexis, j'ai 23 ans, je suis originaire de Strasbourg. Et c'est en ça que j'ai rencontré Valentin, même si maintenant j'habite plus en Alsace. Ça me fait plaisir, de pouvoir continuer à garder des liens avec cette ville et les gens qui s'y trouvent, parce que j'ai la chance d'avoir quand même beaucoup de personnes qui pratiquent l'art, je trouve, dans mon cercle à Strasbourg. C'est assez fort, et du coup ça me fait plaisir de pouvoir continuer à soutenir ça. Pour dire deux mots de qui je suis et de pourquoi est-ce que je pense pouvoir avoir des choses à dire sur la question des addictions. Je me suis notamment engagé dans des associations de santé communautaire, de réduction des risques, d'abord à Strasbourg, puis au Québec, à Montréal. Je suis parti habiter là-bas pendant un an. Puis désormais à Marseille. Donc dans ces trois villes-là, j'ai eu l'occasion de m'investir, notamment en tant que bénévole, sur des dispositifs d'intervention en milieu festif, de travail de rue. J'ai aussi pu par exemple travailler lorsque j'étais au Québec dans un dispositif d'injection supervisée pour des personnes qui consomment des drogues par voie intraveineuse. Et tout ça m'a fait réfléchir beaucoup à la question des pratiques à risque et des consommations de substances, mais aussi des addictions plus largement, on pourra en reparler. Et je suis moi-même quelqu'un qui a pu découvrir certaines de ces choses, les expérimenter. C'est sans doute pour ça que ça m'a donné envie de m'impliquer dans ces champs-là. Et en parallèle de ça, pour dire aussi un peu d'où je parle, je suis actuellement en master, donc je fais un master en sciences sociales, en anthropologie, histoire, sociologie. Et donc je suis aussi, en parallèle de mes implications plus du côté du travail social, aussi un peu dans le milieu de la recherche académique, on va dire, bien que ce soit des fois un peu difficile d'évoluer dans ces espaces assez hiérarchisés, mais très passionnant au demeurant. Du coup, c'est ça, pour dire un peu qui je suis, ce serait ça, l'implication dans les associations et aussi la recherche académique. Voilà, fin. Non, c'est franchement ton parcours, je te l'avais déjà dit, mais il me fascine. Je trouve que t'es vraiment quelqu'un de très engagé, et quand t'as une cause qui te tient à cœur, tu vas à fond pour trouver des solutions, pour aider les autres. Ouais, c'est ça. Les autres sont très importants pour toi et ça se ressent dans ce que tu fais, donc merci. Là, c'est le moment où je rougis. Ok, toi aussi ça m'arrive. On voulait faire, tu avais pensé à faire aussi un petit disclaimer, ou en tout cas, parce qu'on prend une piste bien particulière concernant les addictions. On va plus parler de substances, d'alcool, mais on tenait quand même à dire qu'une addiction, ça peut être porté sur toute chose qui vous apporte du plaisir. À partir du moment où ça devient excessif et où ça peut vous causer du tort, c'est qu'il y a potentiellement un problème. Il n'y a aucune honte. Surtout ici, on ne fait aucun jugement. Vous le découvrirez par la suite, on a nous-mêmes nos propres expériences. Donc vraiment, il n'y a pas de... On ne compte pas pointer du doigt qui que ce soit. C'est pour en parler d'une façon libre et essayer de réfléchir tous ensemble justement à ce sujet qui est assez important, je trouve, au moment actuel. Ça l'a toujours été, mais aujourd'hui, nous, on y a été confrontés et on voit pas mal d'exemples aussi autour de nous. Donc, ça nous tenait à cœur de faire cet épisode. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport... Non, mais voilà, c'est ça, cette idée, en tout cas, que c'est important déjà pour comprendre les addictions. Et moi, je suis pas là pour expliquer quoi que ce soit, mais plus pour partager ce que j'ai pu comprendre et vivre dans certains des espaces que j'ai mentionnés juste avant. Mais voilà, déjà, le phénomène addictif, c'est quelque chose de très complexe.
Souvent, pour parler des mécanismes des addictions, on utilise un peu la théorie qu'on nomme un peu de manière un peu barbare biopsychosociale pour expliquer qu'en fait, dans tous les cas, une addiction, elle se base très souvent sur trois pôles importants et c'est pour ça qu'on utilise souvent la forme du triangle. C'est déjà une substance qu'on va rencontrer, qu'on va consommer, ou alors par exemple une pratique qu'on va avoir. Ça peut être n'importe quoi, utiliser un peu trop son téléphone par exemple. En tout cas quelque chose qui peut nous procurer un peu des petites démarches, des petites secousses électriques là-haut. C'est lié à la dopamine? Ouais, ça va stimuler de la dopamine du coup et plein d'autres, de la sérotonine. Enfin, ça va faire marcher tout ça en fait. Rien que regarder son écran, regarder son écran. Répondre à des mails, en fait c'est bon, ok, j'ai un mail de répondu, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de rencontrer une substance, un contexte et une personne. Et donc en fait, c'est quand on met ces trois pôles ensemble qu'il peut y avoir déjà une meilleure compréhension de la situation. Parce qu'en fait, si on prend le même contexte, par exemple une soirée, je sais pas, un concert par exemple, une même substance qui serait vendue à différentes personnes, mais que justement les personnes ne sont pas les mêmes, qu'elles n'ont pas le même poids, qu'elles n'ont pas le même parcours de consommation, en fait les effets sont totalement différents. Et du coup, c'est aussi en ça que le modèle biopsychosocial, donc avec la question biologique, psychique et sociale du coup, est intéressante pour comprendre les addictions parce que ça permet de complexifier et faire en sorte de se dire que on n'est pas face à juste un enjeu comme ça avec des personnes qui décideraient d'avoir une certaine pratique, de ça faire déculpabilise aussi. Ouais, je pense que c'est important de déculpabiliser les gens et de questionner aussi. Enfin, on pourra par exemple parler de l'alcool, qui est une drogue qu'on évoque rarement en ces termes-là, de drogue. Donc, c'est un bon exemple. Merci. Effectivement, c'est cool. Je suis content parce qu'on va vraiment avoir plusieurs compréhensions du sujet qui ne sont pas forcément de mon ressort, même si j'ai expérimenté ce phénomène-là. Je considère pas avoir la science infuse ou savoir. Je me suis pas intéressé suffisamment à la question, ou en tout cas avoir rencontré plusieurs personnes qui pouvaient m'apporter un discours plus technique, plus scientifique aussi, pour comprendre tous ces mécanismes-là. Donc c'est cool, ça va être vraiment un épisode assez constructif, je pense. Ce serait sympa aussi de dire, là on a fait un peu une vue d'ensemble, le choix du sujet c'est parce que ça nous intéresse, parce qu'on y a été confronté et parce qu'on aimerait aussi potentiellement aider. Et justement ce serait intéressant, je pense, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, qu'on parle aussi un peu de nos collabs à travers le temps, savoir comment on est arrivé à cet entretien-là, parce qu'on a collaboré on va dire plutôt, sur plusieurs projets, et le dernier en date faisait vraiment lien avec la discussion qu'on a aujourd'hui. Le premier, je sais plus exactement lequel c'est. J'ai mes petites notes. Parfait. Je suis allé parce que je voulais être sûr de là aussi rendre honneur justement à ça, et c'est ce que je voulais dire aussi dans un peu le continuum qui m'a amené à soutenir aussi le podcast Sous ma peau et à envoyer des messages à Valentin en disant je veux participer, je veux te soutenir et tout. En fait, je m'étais dit que ce serait bien d'avoir les dates qui correspondent bien, car pour justement expliquer un peu le continuum qui m'a amené à collaborer au podcast et à vraiment avoir envie de soutenir Valentin dans son projet. Il y a eu un précédent, enfin des précédents en l'occurrence, et du coup c'était pour rappeler déjà que en novembre 2019 déjà, dans le cadre d'un événement que j'avais co-organisé avec des camarades de promotion à la faculté des sciences sociales de l'université de Strasbourg, dans le cadre d'un diplôme en médiation citoyenne où on avait mis en place un projet de solidarité internationale pour aller notamment intervenir au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. On avait auquel on n'est pas allé à cause du Covid, pour dire les choses comme ça, voilà. Mais le projet a eu lieu, on a fait un financement participatif. Et du coup, c'est dans le cadre de cette journée qui s'appelait Eclectic Day, la journée éclectique des arts, qui avait pour but de rassembler des artistes, vraiment de toute forme d'expression artistique, pour faire justement en sorte
de les faire se rencontrer entre elles et eux, mais aussi de partager leurs œuvres, leurs pratiques artistiques. Et donc ça, c'est un événement qui a eu lieu fin novembre 2019 à la Maison Mimir à Strasbourg, qui est un lieu autogéré. Pardon ? Été, oui, c'est vrai. Ouais, totalement. C'est totalement fermé du coup. Hein. Je crois. En tout cas, j'ai pas eu d'actualité. Oui, il y a eu. C'était un incendie. Ouais, il y avait un incendie en effet. Je sais pas exactement quelle est la vie du lieu en ce moment, mais. Je sais plus. Faudrait qu'on se renseigne. Si jamais il y a une actualité, je la mettrai en description parce que c'est vrai que c'était un lieu super intéressant où des rencontres étaient faites et. Ouais. J'étais ravi de participer à cette expo, effectivement. Et un lieu d'autogestion, enfin voilà, c'était vraiment génial. Et donc dans cette journée éclectique des arts, l'idée c'était par exemple de permettre à des artistes, plasticiens, plasticiennes de pouvoir exposer leurs œuvres. Et donc il y avait Valentin qui avait été appelé du coup pour participer. Et ça fait le lien avec le deuxième événement et la deuxième collaboration qu'on a pu faire. C'était en juin 2021, donc là ça se rapproche, post-Covid à peu près, dans le cadre de la Semaine des réfugiés, qui est un événement qui est organisé à plein d'endroits en fait en France, mais qui là à Strasbourg était organisé notamment par l'association du Foyer Notre-Dame, en collaboration avec plein d'autres associations strasbourgeoises. Et à l'époque, j'avais cofondé une association qui s'appelait le Phare du Rhin, pour les personnes qui peut-être ont entendu parler de cette structure qui avait pour but de proposer des cours de français langue étrangère et faire en sorte de vraiment donner accès à des personnes à des cours de français de manière accessible, en partant de à zéro et vraiment sans prérequis nécessaires. On avait donc participé à cette semaine des réfugiés dans le cadre d'un événement à la Grenze, qui est du coup près de la gare, et il y avait eu, dans le cadre d'un financement participatif toujours, 5 œuvres qui avaient été sollicitées auprès d'artistes pour les revendre sous forme de print. Et donc j'avais sollicité Valentin pour qu'il fasse une des œuvres, du coup avec comme thématique centrale le phare. Et donc les 5 artistes avaient proposé une représentation bien à elle ou à eux de la notion de phare, et voilà, c'était hyper c'était très différent les uns des autres. Carrément. Et du coup, après, là, ça nous ramène à un peu plus quelque chose de récent, donc en juin 2022. Donc ça, c'est le troisième moment. Et tout ça, ça participait vraiment à aussi l'intérêt que je pouvais avoir à collaborer avec des artistes plus généralement dans les activités que je faisais. Et là, c'était quand j'étais à Montréal, au Québec, et j'avais co-organisé avec... les gens vont comprendre que je dors pas beaucoup, mais j'avais co-organisé avec des camarades étudiantes de l'école de travail social de l'Université du Québec à Montréal, qui était mon université de rattachement là-bas. On avait organisé une espèce de colloque, comme une manifestation scientifique, sauf que nous, on y avait ajouté notamment les termes communautaires, donc en lien avec le milieu associatif local, et artistique, parce que pour nous, ça nous semblait important de faire rentrer l'art et l'expérience de terrain du travail social dans l'université, pour parler de ces enjeux. Et donc, on avait réfléchi pendant ces 2 jours à des questions autour de la transdisciplinarité, à la fois dans une perspective scientifique, mais aussi artistique et plus largement épistémologique, et aussi au savoir expérientiel. Et donc, comment est-ce que les savoirs expérientiels, c'est-à-dire comment certaines expériences peuvent nous permettre d'actionner des leviers, de comprendre certaines choses. Et je pense que quand on parle d'addiction, on est totalement là-dedans. Et donc sur ces 2 journées, il y avait notamment des artistes qui avaient été invités à participer. Et donc là, encore une fois, je suis allé toquer à la porte de Valentin pour savoir s'il serait d'accord de partager en fait son parcours, mais aussi certaines de ses œuvres pour un peu faire lien et permettre aussi à la journée d'avoir un relief artistique et en plus plastique en l'occurrence. Et là, peut-être je pourrais te passer la parole, mais en fait, c'était dans le cadre de cette présentation où tu avais notamment présenté certaines de tes œuvres, notamment une des œuvres qui était Amphétamine. Oui. Et donc voilà, la salle était très intéressée parce que Valou était en France et nous on était au Canada. Et donc moi j'étais dans la salle et je voyais les gens très très intéressés et très contents d'avoir accès à cette conférence de Valou. Et en fait,
il y a eu une réaction dans la salle au moment où il a montré l'œuvre Amphétamine, de la part notamment d'une mère qui avait donc perdu son fils suite à une consommation d'amphétamine et qui faisait partie en fait voilà, d'un collectif de femmes qui avaient pu participer aussi à la fin de la deuxième journée et qui étaient présentes et qui avaient été particulièrement touchées. Et je pense que toi aussi tu avais été touché par ce moment particulièrement. Des larmes. Ouais, des larmes, c'était compliqué et à la fois beau. Enfin, c'était vraiment un peu ce genre de moment où on ne sait pas trop identifier. Ouais, c'est ça, c'était un peu hors du temps parce que déjà j'étais vraiment honoré d'être invité à cet événement. J'ai toujours eu du mal à prendre conscience que mon travail, certes, me servait à exprimer ce que je ressentais, mais qu'une fois diffusé, il pouvait permettre à d'autres personnes de ressentir également certaines émotions. Et la toile Amphétamine, elle a marqué vraiment une période de ma vie où là, on peut tout de suite rentrer dans la phase où on va parler d'expérience personnelle. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, l'art pour moi, ça a été un exutoire et un peu, à la façon d'un alchimiste, mon moyen de transformer l'ombre en lumière. Il y a eu une période de ma vie où vraiment je consommais pas mal de substances, on va dire, comme échappatoire ou comme... au début, je trouvais ça purement plaisant. Il y avait toute l'ambiance de fête, les amis, enfin bref, c'était vraiment dans un contexte bien particulier. Et puis petit à petit, ça s'est dégradé. Et l'art faisant toujours partie de ma vie, j'ai créé cette toile qui était vraiment le reflet de comment je me représentais à cette période-là. La toile est très sombre, je mettrai encore un lien. Elle est très sombre, elle est très marquée par c'est comme un visage marqué par la drogue, on va dire, en tout cas. Et c'est vrai qu'en partageant ça pendant l'événement, cette dame, vraiment qui m'a parlé directement en disant qu'elle était très touchée, que ça lui rappelait le visage de son fils qui était décédé, et en me remerciant de faire ce que je faisais, vraiment, bon, j'ai commencé à pleurer avec elle aussi. Mais c'est là où j'ai vu que l'art était vraiment un pont pour communiquer sur des sujets qui sont collectifs en fait. Et c'est vrai, oui, cette expérience, elle m'a énormément marqué, ça m'a conforté aussi dans le choix de continuer artistiquement parlant. Et ça nous a amené aussi à... C'est marrant parce que maintenant, avec le parcours linéaire, je me rends compte que, sans parler du Covid, on a eu une collaboration par an, en fait. 2019, 2021, 2022, et là, juste avant, 2023. Et on trouvait que ça faisait vraiment sens, que la dernière fois qu'on avait collaboré ensemble, c'était surtout à travers cette toile-là. On n'a pas parlé que de ça, mais cette toile avait été un moment très fort de l'événement. Et là, pouvoir revenir sous une nouvelle forme créative avec le podcast en parlant justement d'addiction, ça faisait vraiment sens. Et oui, je pense qu'en fait, on va pouvoir commencer à parler de nos expériences personnelles. J'ai un petit peu expliqué moi par rapport aux amphétamines. On va dire, pour être un peu plus dans la précision, je citerai pas d'époque particulière ou quoi, je m'en suis sorti, tout va bien. Mais on va dire pendant 2-3 ans de ma vie, il y a eu une consommation très régulière, pratiquement quotidienne, de substances, notamment, je sais pas si je peux citer. C'est comme tu le sens en vrai, hein. C'est toujours difficile à la fois de... C'est comme tu peux en parler, après on pourra toujours dire que tu fais la promotion du truc, mais ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui tombe dessus, je sais pas. Non, on dira pas le nom spécifique de la substance, mais en tout cas c'est une substance qui les effets en tout cas font qu'on ne ressent pas forcément tout ce qui est besoin naturel est aliéné. Tu peux dire que c'est un stimulant à la limite. Un stimulant, ouais. Oui, c'est clairement la famille, en tout cas ça rentre dans la famille des stimulants. Famille des stimulants. Et en fait, la double addiction qui s'est passée à ce moment-là, c'est que y avait cette substance, mais je voyais que la consommation de cette substance m'aidait à créer et à produire plus. Je dirais pas mieux,
mais je dirais plus, parce que aucune substance ne vous aidera. Enfin, votre créativité ne vient pas de ce que vous consommez, elle vient de vous. C'est très personnel, ça vient de votre être, ça vient de qui vous êtes, ça ne vient pas de ce que vous allez prendre, ça n'a rien à voir. Par contre, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça me permettait de, vu que je dormais peu, voire pas, et que j'avais pas forcément besoin de me nourrir extrêmement, enfin, on va passer les détails, je pouvais vraiment passer 24-48 heures à peindre, à dessiner, à créer purement et à étoffer mon book en fait. Et mon seul objectif à ce moment-là, c'était ça. Donc il y a vraiment une double lecture de... Je sais pas si ça rentre dans ce que tu disais avant par rapport... Il y a la substance, il y a la personne et il y a aussi le contexte. Bah, là, dans le contexte de l'époque, c'était que je voulais absolument pouvoir présenter des travaux pour exposer, pour être... Une question de productivité en fait, ouais, c'est ça. de rendement presque. Et je trouvais que dans une journée, à défaut, parce que si la journée, elle dure, le nombre d'heures qu'elle dure, c'est qu'il y a une raison. Si on doit dormir, c'est pour une raison aussi. Si on doit manger, enfin, bref. Mais je voyais plus tout ça. C'était vraiment la productivité. J'en étais arrivé au point de me persuader que c'était nécessaire parce que les gens qui réussissent, entre guillemets, sûrement faisaient la même chose parce que c'était impossible de pouvoir être aussi prolifique sans consommer. Donc vraiment un gros cheminement depuis pour déconstruire tout ça et pour s'en sortir. Je pense qu'au-delà de ma productivité, ça m'aidait à... Enfin, ça m'aidait pas. Ça m'aidait à me convaincre, plutôt dans ce sens-là, que c'était pas la substance le problème, mais c'était le besoin de productivité. Et est-ce que la manière dont tu produisais, tu trouvais qu'elle était différente, par exemple, je sais pas, les endroits où tu le faisais ou comment tu le faisais, est-ce que tu étais par exemple, quand tu as arrêté de le faire de manière peut-être plus répétée, etc., par rapport au conso, est-ce que tu trouvais que la manière que tu avais de dessiner, elle était différente? Ou tu as toujours gardé les mêmes habitudes, par exemple, je sais pas, si tu dessines sur un chevalet, si tu dessines par terre? C'est pas bête comme question, c'est vrai, j'avais pas trop réfléchi, mais là, en t'écoutant, le premier truc qui m'est venu, c'est enfermé. Il y a aussi quelque part quand même ce sentiment de honte qui revient, et je pense que c'était au moment où je vivais chez des amis, et j'étais vraiment cloîtré dans l'appartement, et le simple fait d'être à l'abri, on va dire, dans un lieu clos, avec des gens que j'aime et avoir ma pratique me suffisait. J'allais rarement à l'extérieur, sauf par nécessité, s'il fallait aller justement déposer les books que j'étais en train de créer, s'il fallait faire quelques courses quand même, parce qu'on peut pas passer une semaine sans manger, c'est pas possible. Je vous encourage même pas à passer... Enfin, après il y a le jeûne et tout, mais on sort du sujet. Je vous encourage à respecter votre alimentation et à manger quand vous avez faim en fait. Ouais, écoutez votre corps. Complètement. Ça, c'est plus important. Quand il n'est pas affecté par une quelconque consommation, parce que c'est vrai que j'avais beau écouter mon corps me réclamait pas forcément de la nourriture à ce moment-là. Mais si j'avais arrêté un petit temps, il m'aurait dit faim, dodo, si, il m'aurait dit tout ça. Mais ce que j'ai le plus remarqué dans la différence de la pratique, c'est qu'il y a un moment où tu focuses beaucoup trop. Tu peux faire et refaire et refaire et refaire à l'infini juste parce que en fait, cette substance-là te met dans un focus, mais c'est presque... c'est complètement malsain parce que finalement, dans un processus créatif en tout cas, t'as besoin de prendre ce recul-là, t'as besoin de cette distanciation avec ton travail au bout d'un moment parce que sinon... ton cerveau il est en constante analyse et ça t'aide pas à vraiment voir l'état de ce que tu crées. Et en vrai, j'aimerais bien rebondir sur un truc, je sais pas si tu voulais dire autre chose, mais parce que justement ce que tu me dis, ce que tu nous dis, ça me fait penser à ce sujet qui pour moi est hyper lié à la question des consommations, des pratiques à risque, et même pas que finalement de la consommation de substances, qu'elles soient légales ou illégales. Et ouais, on pourra en reparler, mais aussi de plein de pratiques à risque, de passer sa nuit dehors, de trucs qui peuvent en fait te faire rencontrer aussi d'autres formes de dangers qui sont pas que des dangers psychoactifs, tu vois. Ça me fait penser en fait à cette question qui est celle de l'échange entre pairs,
PAIRS, de cette constante discussion, de ces constants échanges que moi j'ai pu avoir avec les personnes autour de moi, et je pense qu'elles se reconnaîtront si elles passent par là, mais des heures à passer sur un banc, n'importe où, par exemple au petit matin, après avoir passé une nuit, je sais pas, à vagabonder dans Strasbourg, là, tels des fantassins de la fête, juste se poser et en fait débriefer, juste dire ce qu'on ressent. J'ai cette idée aussi qui est très forte avec une de mes amies dont on parle souvent, c'est ce truc de dire que on avait des comportements qui étaient à risque, qui pouvaient nous provoquer des choses pas forcément positives, et dans le même temps, elles nous permettaient d'avoir accès à une forme de réalité et à des expériences. On parlait de savoir expérientiel un peu plus tôt, et là on est vraiment là-dedans à mon sens, qui était inatteignable autrement. Et du coup, c'est comme si ça nous faisait percevoir les choses de manière différente. De fait, c'est ça qui se passe quand, par exemple, on consomme une substance ou qu'on a une pratique, c'est que en fait, ça change un peu notre regard sur la réalité, et c'est sans doute pour ça qu'on le fait, peut-être, je sais pas. Mais du coup, il y avait cette idée vraiment d'échanger, de discuter, et je pense que même, ça c'est quelque chose, je pense qu'il faudra encore plus en parler et trouver voilà, c'est un sujet en soi, mais toute la question de la parole par rapport à une consommation ou à une pratique, en fait, elle est hyper présente. C'est-à-dire que les gens, même quand ils ne vont pas consommer, en fait, ils vont parler de ce sujet. Beaucoup de choses vont tourner autour. Et il y a toute cette idée en fait, qui va structurer le rapport à cette thématique, ce phénomène, cette consommation, etc. Et du coup, cette idée-là de vraiment essayer de débriefer un peu avec soi-même, ce que tu essayais de dire, et je trouve qu'il y a aussi ce pendant hyper important qui, moi en tout cas, m'a beaucoup apporté, d'échanger avec l'autre, qui est aussi quelqu'un qui comprend ce que tu as vécu, parce que souvent, c'est quelque chose que tu fais avec cette personne, un peu comme on est en train de le faire là, finalement. Et du coup, cette idée de vraiment se dire, bon bah là, on est en train de faire quelque chose de négatif, potentiellement, en tout cas perçu comme tel, et fondamentalement qui peut nous faire pas que des choses cool. Et dans le même temps, on a juste envie de le faire, ça nous attire, donc autant l'utiliser comme un levier pour essayer de voir ce que ça peut nous apporter. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est sans doute aussi grâce aux expériences que j'ai eues que je m'implique dans les associations dans lesquelles je m'implique, que je travaille sur les sujets sur lesquels je travaille, même d'un point de vue académique. Et là, on ouvre encore une autre parenthèse, mais que je vais refermer très vite. Mais, tu fais ton travail d'alchimiste à ta manière aussi. Voilà, je pense que ça serait très beau de le dire à l'université, même je pense que ça ferait un peu grincer des dents, mais la question de justement l'alchimie, comme tu dis, entre des savoirs, des expériences, en fait, elle se confond finalement quand on travaille sur un sujet. Et moi, par exemple, ayant travaillé là récemment sur la question des free parties, des fêtes libres, des fêtes qui s'organisent notamment hors du cadre légal, en fait, c'est du fait de ma rencontre avec ces pratiques festives que j'ai pu commencer à réfléchir à partir d'elles. Et du coup, il y a quelque chose qui est de plus en plus, je veux dire, reconnu, c'est en fait la fiction de l'objectivité dans la science, comme on pourrait dire. Mais du coup, l'idée que dans tous les cas, on ne peut pas être objectif par rapport à un sujet et que le plus important, c'est peut-être de reconnaître la dimension subjective de notre lien à une thématique donnée, plutôt que de continuer à essayer de se faire croire qu'on peut avoir un regard distancié, froid et tout à fait honnête finalement, et surtout d'être honnête avec soi-même. Et du coup, je pense que ça résonne en fait particulièrement avec les questions dont on est en train de traiter, parce que on peut pas se dire que dans tous les cas, on peut avoir un rapport purement, droit par rapport à une consommation. Il y aura toujours des animosités, des choses où en fait on sait pas trop ce qui se passe, on gère un peu l'inconnu, quoi. C'est un peu ça. J'ai même souvent un peu l'image j'ai souvent l'image du funambule, de cette idée en fait où on avance sur une ligne très incertaine, en tout cas bercée par l'incertitude, et pour moi il y a vraiment cette image-là qui revient dans plein de ces questions. Ouais, c'est vrai. Je reconnais aussi, je vois très bien. J'ai un peu exprimé ce que j'avais expérimenté via la drogue. Est-ce que toi, c'était aussi ce genre de substance qui te peut... Enfin, après tu l'as dit, drogue, ça peut envelopper énormément de substances. Je sais pas si tu voulais qu'on passe aussi à une substance qui est complètement légale et qui fait énormément de dégâts également.
Tu veux parler de l'alcool ? Oui. Notre cher ami. Et bonjour. Ouais, non mais voilà, après l'alcool, pour moi, c'est un sujet particulièrement important et aussi personnel dans la mesure où je consomme plus d'alcool depuis le mois de mars 2022. Je pense que c'est ça, ouais. Bravo. J'ai dû boire genre, je sais pas, une pinte pendant un date parce que j'étais stressé, genre un verre de vin pendant un barbecue, quoi, parce que ça faisait quelques semaines que j'avais arrêté. Que c'est encore très très commun, peut-être même trop, de proposer de l'alcool à une personne qui énonce qu'elle ne veut pas en boire. Et la pression sociale étant ce qu'elle est, voilà. Mais et peut-être même que j'en avais un peu envie. Mais en tout cas, voilà, pour moi, l'alcool, c'est quelque chose qui m'intéresse plus ou pas en ce moment. Il y a 2 jours, je mangeais avec des membres de ma famille et on m'a demandé mais t'en bois pas ou t'en bois plus? Tu vois, ce truc de tu veux plus jamais en boire. Et donc moi, évidemment, voilà, j'ai pas forcément une idée tout à fait arrêtée sur la question. Je dis juste que cette substance ne m'intéresse pas nécessairement et que j'ai envie de presque faire un peu une expérience sociale de ne pas boire d'alcool. En fait, pour moi, c'est un peu ça. Et ça a été ça un peu dès le début, dans la C'est mesure fou de devoir se où... justifier, enfin dans le sens Ouais. où on comprend. Enfin, mais pourquoi? Mais t'es sûr? Allez, un petit verre. Ouais. Bah c'est ça démontre en fait toute En fait, du coup, moi, je trouve ça presque de plus en plus drôle, mais du coup, Ouais. c'est vrai que c'est quand même assez grave de manière générale, et je pense que ça permet de faire résonner toutes les questions autour de la prohibition, de comment est-ce que certaines drogues sont considérées comme illégales par un certain État, surtout que c'est pas dans tous les moments, hein, parce que par exemple, on peut penser à la prohibition de l'alcool aux États-Unis, qui a voilà, fait en sorte d'avoir énormément de problématiques sociales, mais qui a aussi créé des sous-cultures, parce que du coup, les gens devaient se retrouver. Enfin voilà, il y a toutes ces dynamiques en fait qui sont liées à l'interdiction et à la manière dont des forces peuvent gouverner, pensent pouvoir gouverner en tout cas des êtres et leur volonté, à savoir consommer des fois peut-être. Et ouais, pour moi l'alcool c'est vraiment une substance que j'ai voulu, c'est ça, presque essayer de ne pas consommer. Je le dirais un peu comme ça parce que pour moi, l'alcool, c'est vraiment la substance qu'on consomme de manière assez normalisée avec son patron, sa grand-mère, seul. Tu peux boire de l'alcool seul, ce ne sera pas forcément dépendamment des quantités. Je confirme. Tu peux évidemment avoir des enjeux de consommation de l'alcool. Hein, je ne suis pas venu ici pour donner des chiffres et ce n'est pas ma volonté, mais il subsiste que, en tout cas, l'alcool reste la substance psychoactive qui peut à partir du moment où on développe une dépendance par rapport à celle-ci, causer ta mort en fait. Ouais. Si tu prends des substances qui sont beaucoup plus moralisées, par exemple l'héroïne, qui est souvent perçue comme la drogue la plus grave, la porte d'entrée voilà, de toutes les drogues, ça va finir par des consommateurs d'héroïne dans le caniveau, enfin voilà, c'est des choses qu'on entend de moins en moins heureusement, mais qui persistent dans les imaginaires. L'héroïne ne va pas provoquer un décès. C'est des crises de manque, c'est des choses qui vont être corrélées à ça. Mais ça ne va pas être le facteur qui, parce que tu ne consommes pas le produit, peut provoquer un décès. Alors que l'alcool, oui, en fait. C'est le foie et ton système interne va te demander ta dose d'alcool quotidienne. Et si tu ne l'as pas, tu peux en mourir. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on internalise très peu. Et voilà, je crois que vraiment l'alcool, c'est quelque chose... Et souvent, j'ai un peu cette impression d'être un peu le casseur d'ambiance dans certains moments parce que tu sais, je suis au bar, il y a de plus en plus de bars qui ont des bières sans alcool. Merci à vous parce que c'est trop bien les bières sans alcool. J'aime trop ça. Et parce que j'ai pas envie d'arrêter de boire de la bière parce que je trouve ça très bon, mais Ma je veux mère est juste comme pas toi. Depuis d'éthanol. qu'elle a arrêté, elle est... Je veux pas d'éthanol, c'est juste ça quoi, mais j'aime la bière. Et souvent, voilà, j'ai ma bière ou alors j'ai d'autres trucs parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut boire. Ça se démocratise un peu. Et voilà, des fois on va me dire « Ah, tu bois pas d'alcool, ah c'est cool ». Et de moins en moins, on va me poser la question de pourquoi, mais ça peut arriver. Et du coup, tu sais, je suis un peu... Plus, moi, c'est des sujets qui m'intéressent, tu vois, là, je suis en train d'en parler avec toi. Et du coup, je suis toujours un peu en mode... Alors, comment est-ce que j'amène la chose? Parce que je peux commencer à dire ça, mais si je dis exactement ce que je viens de dire dans un bar, en mode oui, l'alcoolodépendance, voilà, t'es en mode mais t'inquiète, hein, c'est chill. Et du coup, t'es un peu en mode ouais, c'est quelque chose qui me plaît pas trop, j'ai envie d'essayer. Il y a vraiment ce truc d'expérience sociale qui, moi, en tout cas, me permet d'être un peu le joker en mode ouais, c'est ça, je découvre ce que c'est de ne pas boire d'alcool, notamment en France, parce que moi, j'ai arrêté de boire au Québec, où c'est quand même
un peu moins normalisé, j'ai l'impression, ou peut-être que c'est juste un biais que j'ai, mais... T'as ressenti une différence quand même Ouais, entre dans les- cette... déjà, la France, c'est quand même voilà, le pays du pinard. Chauvin, Voilà, ça fait partie de l'identité nationale, en fait. Hein. Complètement. C'est notre... on parle de terroir, on parle de L'apéro. tradition. Enfin voilà, et qu'importe où on se trouve, en fait, en France, il y a cette idée que, bah voilà, l'alcool... et je pense que c'est vrai dans plein d'autres pays, mais... à mon sens, en France, il y a vraiment cette idée ouais, qui va de pair avec plein d'autres choses, d'un point de vue culturel, Ouais. les fachos pourraient dire civilisationnel. Non, il y a quelque chose pour moi ouais, de très français dans l'alcool. Après, c'est, encore une fois, voilà, c'est un billet sans doute, parce qu'en fait, en Allemagne, bon, bah, voilà, tu vas acheter ton cidre à 16 ans et c'est pas un problème, c'est légal. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me titille à ce niveau-là, et je pense que Claire Touzard, dont on a parlé, et on pourra vous mettre la référence, en parle de cette France qui glorifie le pinard, et je pense que c'est une personne qui a réussi à vraiment créer une parabole entre son expérience personnelle et une vision beaucoup plus méta en fait, et sociétale par rapport à la question de la consommation d'alcool. Voilà, ça reste une drogue en fait. Hein, et c'est pour ça que souvent, et je suis un peu dans ce truc de dire mais en fait pourquoi est-ce que c'est grave de dire qu'on a consommé de la drogue à une personne qui fume des clopes, à une personne qui... Enfin, tu vois, il y a vraiment cette nécessité de déstigmatiser. Ouais. Et ça me fait penser, et je pourrais mettre là aussi le lien, mais à toute une dynamique impulsée par... c'est un professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal qui s'appelle Jean-Sébastien Fallu et qui a fondé le GRIP, donc qui est une association, une structure communautaire qui intervient en milieu festif au Québec. Et donc moi j'étais membre de cette structure, et donc on intervient en milieu festif, etc. On pourra peut-être en reparler. Mais donc cette personne en fait a pour volonté d'exprimer publiquement à plusieurs reprises. Il l'a fait à Orléans. Voilà, en avril 2023, il était de passage en France, et donc devant tout un parterre de monde, voilà, il a ses discours, il l'a aussi dans les médias. Je suis un consommateur de drogue, professeur d'université et tout. Hein. Et en fait, il y a cette idée un peu du dévoilement, peut-être même un peu du coming out, où bah, voilà, il faut que des personnes insérées, des personnes qui sont reconnues, qui ne sont pas stigmatisées de prime abord, mais puissent énoncer cette réalité-là, parce que lui, ce qu'il dit, c'est comment est-ce que nous, personnes insérées, reconnues socialement, si nous, on ne peut pas faire ce travail-là de dévoilement et de travail au plus près des réalités individuelles, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les personnes les plus marginalisées, des personnes par exemple qui consomment par voie intraveineuse, des personnes qui vivent par exemple pas dans des logements de manière continue, enfin ce genre de choses... Comment est-ce qu'on peut s'imaginer que ces personnes pourraient avoir le maintien pour ça? Si nous, on n'est pas capable d'abandonner notre confort et notre, un peu le risque de griffe à notre identité, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces personnes qui souvent ont des expériences particulièrement problématiques avec nombre d'institutions policières, psychiatriques, hospitalières et même judiciaires dans l'ensemble, enfin voilà, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces personnes puissent faire voilà, payer le coût de ce dévoilement-là, quoi. Donc c'est tout un balancier qui fonctionne. Et voilà, je pense que c'est important de le rappeler. Je me suis un peu éloigné de... Non, c'est super intéressant parce que je le connaissais pas du tout. Et effectivement, c'est... Bah, merci à lui de faire ce travail-là. Oui. Il y a pas mal de gens qui font ça. Il y a un professeur à Harvard qui a notamment parlé tout à fait publiquement de sa consommation d'héroïne depuis des années. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait. Et bah, voilà, moi-même, ça me pose des questions. Enfin, si maintenant, dans le futur, je veux continuer à travailler dans le monde académique, bah là, il y a peut-être une trace sur les internets où je parle de consommation. Enfin voilà, c'est des enjeux qui sont pas anodins. Et en même temps, il y a une dimension très politique et presque éthique à pouvoir poser ces mots. Si on voulait commencer à faire de belles formules, on pourrait dire des mots, mais on pourrait aussi dire des mots MAUX, parce qu'en fait, les déposer, ça permet de créer, de faire du lien et de médier aussi une réalité qui est celle des personnes qui nous écoutent et qui, j'espère, trouvent ça intéressant. Bah, c'est exactement l'objectif que j'ai voulu avoir avec Sous ma peau, c'est justement quand
quand je parle de notre psyché, de ce qui se passe dans notre monde intérieur, etc., c'est pour dépasser la stigmatisation, c'est pour dépasser les préjugés, c'est pour... nous présentons d'une certaine façon. On est un corps, certes, mais à l'intérieur, il se passe énormément de choses. Et arrêter de dire on pointe cette personne du doigt parce qu'elle fait ci, parce qu'elle fait ça, parce qu'elle s'exprime de telle façon. Non, justement, comme tu disais, le travail que le professeur fait, là, le fait de lui-même se montrer au monde sous cet angle-là, ça montre que non, en fait, c'est pas que les mêmes personnes qui sont forcément touchées par les addictions. Enfin, on est tous des êtres humains, je crois, et on peut tous être victimes des mêmes failles, des mêmes faiblesses. C'est pas évident tous les jours, et qu'importe ton statut social, qu'importe combien tu gagnes, combien tu as sur ton compte en banque, ça va absolument pas changer ces choses-là, et c'est bien de le rappeler. Et dans le même temps, il y a aussi, parce que ça c'est vrai, mais il y a aussi l'enjeu de, par exemple, qui peut payer le coût social de ce dévoilement ? Ouais. Qui c'est qui peut se présenter comme usager de drogue et professeur d'université ? Est-ce que c'est comme lui une personne blanche qui est valide, voilà, qui est encore une fois professeur d'université ? Est-ce que, par exemple, il y a un coût qui est différent pour, je sais pas moi, un étudiant doctorant qui n'a pas encore eu sa thèse, qui est une personne racisée, qui peut être perçu en tout cas pour... Enfin voilà, il y a plein d'enjeux de classe, de genre, de sexualité qui en fait sont à adresser et à réfléchir aussi dans ces enjeux. Donc c'est là que l'intersectionnalité nous est bien utile. Mais voilà, en tout cas, c'est, je pense, important de se dire aussi que comme les gens qui sont les plus stigmatisés, qu'on va qualifier de toxicomanes, ce mot horrible qui, moi, me terrifie au plus haut point, et peut-être qu'on pourra dire deux mots là-dessus, mais si ces personnes-là sur lesquelles on jette l'opprobre ne sont pas en mesure de pouvoir se dévoiler, parce que même des fois, en fait, on les dévoile toutes seules et on n'a pas de mal à le faire. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que d'autres personnes puissent le faire, mais dans le même temps, ces mêmes personnes-là qui peuvent être peut-être moins précaires, en fait, il y a quand même des divergences entre elles de statut, de classe, de genre, de sexe. Voilà. Et du coup, pour moi, c'est important de réfléchir ça. Et j'aime ton image un peu de l'alchimie parce que en fait, finalement, c'est à chaque fois des êtres différents et voilà, il faut composer avec ça et je crois que c'est pas anodin. C'est ce qu'on disait aussi dans le podcast avec Scandale sur la spiritualité. Ouais. On part toujours de nos expériences individuelles, mais n'oublions pas qu'on est ensemble, qu'on est... on est ensemble. C'est pour... guérir collectivement, en tout cas. Ce projet est là pour ça. Et ça me fait penser à... C'est vrai, là par rapport à tout ce que tu viens de dire, j'aimerais bien faire juste une petite pause et dire que moi-même, je reconnais... Alors certes, je suis homosexuel, il n'y a aucun problème avec ça, mais je m'identifie en tout cas comme un homme cisgenre, blanc. Je vis en France, je suis pas dans une famille avec... Il y a eu des soucis, mais aucune complication vraiment qui pourrait m'affecter encore aujourd'hui à l'heure actuelle. Mais c'est un privilège que je reconnais moi personnellement, mais j'en fais pas forcément souvent part sur les réseaux. Et c'est très important de reconnaître la place qu'on a et de savoir que par moment, une personne qui a le même comportement que moi ou qui va agir de la même façon ne va pas forcément être traitée de la même manière. Ça dépend, comme tu l'as dit, si elle est racisée, si c'est une personne noire, si c'est une personne avec un handicap, si c'est une personne... Il y a 1000 façons et plus encore de voir la différence. Elle ne sera pas traitée comme moi je pourrais l'être. Donc c'est bien de faire ce petit rappel-là. Ouais, et même par rapport aux drogues en fait, parce que c'est totalement lié aussi. Et ces dynamiques de domination, elles échappent pas à ces questions. Pour faire lien par exemple avec des textes qui sont portés par l'association ASUD, qui est l'association d'autosupport des usagers de drogue, qui est une des premières associations, la première en fait association française à avoir été financée, mais qui a été portée par des personnes qui reconnaissaient leur statut d'usager de drogue, donc vraiment financée par l'État en tant que personnes usagères de drogue, experts de leur vécu.
avec l'idée d'auto-support et de rien sur nous sans nous, enfin voilà, de toute cette de toutes ces dynamiques communautaires qui résultent aussi, voilà, par exemple, notamment de la lutte contre le VIH-Sida. En fait, il y a notamment un acteur important d'Assued qui s'appelle Fabrice Olivet, qui a beaucoup travaillé sur l'intersection entre la toxicophobie et le racisme, en fait, et du coup, de toute la question de la charge raciale, de la stigmatisation des consommateurs d'héroïne, par exemple. On peut le voir aussi par rapport à la consommation de cocaïne. Ça, c'est un papier de Marie-Geoffrey Roustide que je pourrais aussi référencer, mais qui, par exemple, analyse la manière dont, bien que ce soit une seule et même molécule, la cocaïne et le crack ont vraiment deux figures qui sont celles de consommateurs totalement différents. Pour l'une, beaucoup plus dans des milieux mondains, voilà, qui se consomment de manière moins à risque, perçue moins à risque, par exemple en la sniffant. Là où le crack, c'est des publics précaires, ça se consomme dans la rue, ça se fume, et voilà. Et donc en fait, il y a toutes ces dynamiques qui infusent sur la question des drogues et qui, je crois, sont importantes à penser quand on veut, voilà, c'est ça, avoir un regard sur nos pratiques, mais aussi plus généralement celles qui peuvent nous entourer. Donc pour moi, c'est important c'est ça, de s'en rappeler et de se dire que même par exemple quand on pense à l'alcool, on n'est pas tous et toutes égaux, égales par rapport à ça. J'allais demander justement si tu voulais parler. Là, on a vraiment fait le tour de ce qu'on pensait, des addictions, des petits rappels aussi concernant notre place dans la société, du fait qu'il y ait des structures qui nous entourent aussi qui peuvent potentiellement aider. Par rapport à l'alcool, je sais que tu avais voulu vraiment marquer un point d'honneur à ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais exprimer? Il y avait, disons que l'alcool, pour moi, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'en fait, il nous concerne tous et il nous permet en fait de venir tirer cette réflexion, ce petit poil à gratter qui va faire en sorte de se dire mais en fait, c'est quoi cette question avec la drogue? Pourquoi est-ce que les gens ils veulent sortir de cette réalité? Pourquoi est-ce que des scientifiques ils trouvent même dans des groupes de singes qui vivent dans la nature que en fait ils se retrouvent sous un certain arbre fruitier à un certain moment parce qu'en fait les fruits pourrissent et en fait ils produisent de l'éthanol. Et donc en fait ils consomment ce fruit-là particulièrement. Et donc en fait qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment qu'un truc humain? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour de l'aube de l'humanité? Des fois, j'aime pas trop ces formules, tu sais, de tout temps, tout le temps. Alors qu'en fait, la drogue, et en tout cas l'idée d'échapper à un quotidien et à une forme d'existence matérielle, en fait, on la retrouve depuis toutes les traces qu'on peut avoir de l'humanité depuis des temps très anciens. On peut retrouver en fait des consommations. Et pour moi, c'est aussi lié à cette volonté, comme je l'ai dit, un peu de jouer avec les frontières de la perception, de se sentir peut-être même un peu en vie. Il y a tout le concept d'ordalie, tu sais, de pratique ordalique. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est ces pratiques. Je suis là pour apprendre. Ah non, au secours. Mais non, mais c'est toutes ces pratiques, par exemple de consommation de substances, mais aussi plein d'autres choses, de pratiques à risque, de saut en parachute, que sais-je, qui en fait t'amènent à te sentir en vie parce que justement tu frôles la mort. Et donc en fait c'est tout ça. Je crois, même si les consommations de substances ne sont pas du tout que, en tout cas d'un point de vue contemporain, que liées à ça. Je veux vraiment faire un gros warning là-dessus. Pour moi, il y a vraiment des enjeux déjà intersectionnels, mais plus généralement psychiques sur la consommation de substances qu'il faut prendre en compte et qui sont très difficiles à dénouer. Mais je pense que fondamentalement, si on veut réfléchir et qu'on veut un peu faire de la psychanalyse de comptoir, et peut-être qu'il faudrait un peu s'empêcher de faire ça, mais ça reste intéressant. Oui, quelque chose de l'ordre de tester, bien s'assurer qu'on est en vie. En fait, c'est complètement relié à la sociologie, à la psychologie. C'est à chaque. Mais moi, je pensais. Là, tu m'apprends quand même quelque chose parce que je pensais que finalement, c'était vraiment relié aussi à pas un contexte historique, mais à un certain système mis en place. Parce que l'envie de fuir, ou en tout cas d'être bien ancré dans son corps et de sentir que il y a ce passage-là. À risque, etc. Et du coup, je vais être dans ces comportements pour ressentir vraiment que je suis bien présent. Je pensais vraiment que c'était lié à
aujourd'hui, c'est juste égocentrique peut-être Non, de penser que c'est lié à tout ce qu'on peut retrouver au niveau santé mentale, le fait que les gens se sentent de moins en moins vivants, effectivement, qu'on est, en tout cas pour une certaine partie de la population, des robots, des machines qui agissent par réflexe et parce qu'on a dit simplement qu'il fallait vivre de telle ou telle façon, et du coup les comportements à risque deviennent un échappatoire à ce quotidien-là. Mais si en fait ça a été de toute époque, qu'importe le système mis en place, c'est peut-être quelque chose de plus profond encore. Enfin, ça questionne presque l'incarnation elle-même. Notre humanité, sans vouloir rentrer dans des grandes formules. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, qu'est-ce qui se fait. Et après, par contre, là où, quand même, je pense que c'est important de réfléchir, c'est, certes, il y a ces consommations, certes, il y a cette volonté d'échapper à une forme de quotidien, de réalité, mais en même temps, la question des consommations, des addictions, des pratiques addictogènes, parce que du coup, là, ça rassemble pas que les questions de substance, mais aussi la manière qu'on a de regarder nos téléphones en se réveillant le matin, les différentes choses qu'on a, par exemple, d'addiction au travail. Ça, en fait, c'est des choses qui sont très, quand même, liées à la modernité, à l'expansion coloniale et impériale, en fait, comme par exemple la consommation de morphine en Chine et dans d'autres pays. En fait, ça, par exemple, c'est totalement lié à la question coloniale. Et là, il y a des super textes que je pourrais aussi peut-être rajouter, mais en fait, il y a quand même un lien, je crois, avec les modifications autour des consommations de substances et des pratiques à risque et la modernité, dans la mesure où, certes, il y a toujours eu de tout temps des manières d'échapper à une forme de réalité, et dans le même temps, on ne peut pas dire que là, on est juste dans ces choses-là. On est aussi dans des enjeux qui mêlent la santé mentale, évidemment, mais aussi, comme on l'a dit plus tôt, des enjeux de domination à plein d'égards. Et du coup, il y a quand même une forme un peu d'accélération, je crois, à plein de niveaux, à plein de seuils. Et ça, c'est quelque chose que, on en parlait peut-être un peu avant de lancer, mais cette question individualiste de chacun qui performe sa propre vie, je pense qu'il y a toujours un lien aussi assez fort entre ça et la question des consommations. Et du coup, je pense que c'est pas, c'est indissociable, quoi. Ces réflexions-là avec nos formes de vivre, de travailler. Sur la question du travail, moi, par exemple, je ressens de manière très concrète. Et, ça fait 6 mois qu'il n'a pas dormi. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Enfin, je veux dire, et j'essaye de prendre de plus en plus de temps pour moi, mais disons que il y a quand même ce truc en tout cas, de sentiment d'avoir remplacé certaines pratiques par un travail très appuyé et des implications vraiment assez éparses. Et du coup, des fois, il y a une usure et le truc, c'est que c'est valorisé en fait. Comme par exemple, la consommation d'alcool, elle peut être valorisée. En fait, le fait d'être productif, le fait de ne pas compter ses heures, ça peut être valorisé aussi. Et du coup, il y a tout un enjeu, tu vois, de comment est-ce que tu négocies le fait d'avoir des pratiques qui te coûtent, d'un point de vue moral, mais aussi psychique. Et encore une fois, on se rappelle qu'il y a toujours cette question du triangle. C'est pas que lié à une substance. Si tu changes le contexte de travail et que tu te dis que le but, c'est pas d'avoir un rendement tel, mais de faire en sorte que la personne soit épanouie, on n'est plus du tout sur les mêmes compteurs, quoi. Donc, je pense que c'est important de se rappeler et de se dire que, de fait, selon le contexte, pour revenir à cette question-là, les questions, elles se posent de manière totalement différente. Mais tu as dit un truc super intéressant, c'est vrai, pas qu'un truc, hein. le lien avec la méritocratie et le travail, c'est pour ça aussi que j'étais dans cette productivité immense, c'est que encore à l'heure actuelle, vraiment, quelqu'un qui va travailler peu mais bien, qui va avoir le temps de faire des choses pour lui, qui va aller, je sais pas, faire un massage, qui va avoir son week-end libre, qui va vraiment balader en forêt et tout, mais il va travailler, mais il va travailler le temps qu'il lui faut et qui lui suffit pour subvenir à ses besoins. C'est fou comme je trouve en tout cas que c'est pas ultra bien vu en comparant en tout cas avec plusieurs personnes de mon entourage qui ont des rythmes de vie vraiment très différents les uns des autres. Celles et ceux qui prennent vraiment le temps de s'octroyer du temps sont moins bien vus que les personnes qui vont dire oh, j'en peux plus, j'ai fait 7h, 19h, demain c'est reparti, et puis ce week-end il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est dingue quand même que
l'épuisement soit valorisé. À quel moment la vie c'est juste de la productivité. Il faut quand même aussi trouver un équilibre et c'est vrai que ça m'a fait rebondir sur ça. En même temps, il ne faut pas être fatigué. Parce que du coup, tu dois beaucoup travailler, mais tu ne dois pas être fatigué, tu ne dois pas montrer de signes de faiblesse. Et du coup, tu vois, c'est tout un truc, comme par exemple, quand on pense à la question des consommations de substances, il y a aussi presque un peu une forme de manière performative de consommer. Parce qu'en fait, voilà, il faut aller faire l'after, il faut faire la fête. Ah, mais non, tu rentres déjà. Enfin, tu vois, il y a ce truc qui est très présent. Ça m'a un flashback. Bah non, mais tu vois, mais non, reste, pourquoi tu rentres? Ah, tu travailles, mais ça va, tu te lèves à 10h, tu peux te coucher à 6. Enfin, tu vois. Il y a attention, comportement très 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 risqué, encore plus que la consommation en elle-même, les tout droits, reposez-vous quoi. Enfin, tout droit, c'est-à-dire sans dormir? Ouais. Ouais, bah oui. Quand vous alliez fête, travail, peu d'alimentation, peu de sommeil, au bout d'un moment, enfin, votre corps forcément il en pâtit, hein, et rendez-vous service, faites attention comme disait Alexis avant, écoutez votre corps. Il y a des choses qui sont nécessaires à la survie, tout simplement. Ouais, des trucs physiologiques auxquels... Mais non, mais c'est hyper important parce que cette question, encore une fois, de la performance, on la retrouve à plein d'endroits. Non, c'est vrai. Carrément. On a bien fait le tour du sujet, de ce qu'on voulait exprimer. Je trouve même qu'on a exprimé plus de choses que ce que j'avais en tête, donc ça c'est très très cool. La boîte de Pandore. Ouais, exactement. Oui, vraiment. Je pense qu'on peut passer à la dernière partie. On s'était dit pour la fin de la vidéo un petit peu de prévention, parler d'un point de vue collectif aussi, vu que Alexis a quelques adresses ou des sources, des références qu'on mettra bien sûr en description pour si vous avez besoin d'aide, d'écoute, de n'importe quoi. Encore une fois, on n'est pas là pour juger. Les personnes qu'on va vous citer, les structures qu'on va énumérer ne sont pas là pour vous juger non plus. C'est de l'aide et c'est vraiment pour guérir ensemble ou en tout cas se comprendre avant de guérir. Il faut se comprendre. Ça c'est essentiel, je pense. Et si je peux rebondir là-dessus avant de peut-être parler de certaines structures spécifiques, moi souvent, par exemple, voilà, si on reprend le moment du bar où j'explique que je bois pas d'alcool, souvent ça m'amène à expliquer un peu ce que je fais. Donc mes engagements dans des assos, mes engagements sur des questions justement liées à la réduction des risques. Donc peut-être juste une petite astérix, mais en gros la réduction des risques ou la réduction des risques et des dommages, c'est déjà une philosophie. C'est de dire que les gens consomment, comme on vient un peu d'y réfléchir depuis quelques dizaines de minutes, que c'est un état de fait, que les gens ont des pratiques à risque. Oui, les gens, des fois, n'utilisent pas de bons moyens de contraception. Des fois, les gens font des choses qui peuvent, par exemple, causer une augmentation des risques qui, elles, peuvent endurer. Et donc, la réduction des risques, c'est de se dire qu'on va soutenir ces personnes dans une optique de non-jugement, d'horizontalité des savoirs, c'est-à-dire que, par exemple, un intervenant comme moi, bénévole dans une association, je ne sais pas plus que la personne qui est en face de moi, c'est même très probable que la personne puisse m'apprendre quelque chose du fait de son expérience. Et la réduction des risques, c'est au-delà d'une philosophie, d'une réflexion autour de les gens consomment, on part de ce postulat-là, on les accompagne, parce que qu'on soit là ou pas, les gens font ce qu'ils font. C'est aussi une politique de santé publique qui existe depuis déjà des années, qui est entérinée dans la loi en France depuis 2004 et depuis 2016, mais qui existe depuis les années 80 et la question, par exemple, de la distribution de seringues au moment de l'épidémie de VIH-Sida. Et donc en fait c'est toute cette longue histoire que j'aimerais pouvoir dérouler mais que on va pas forcément faire, mais je mettrai encore une fois des ressources qui pourraient peut-être vous intéresser sur la question de la réduction des risques, à la fois comme philosophie et comme manière de percevoir le monde, parce qu'en fait c'est quelque chose, comme on l'a dit juste avant, de très global en fait, ces questions dont on traite, mais aussi une politique de santé publique. C'est quelque chose qui régit des structures, des associations, des entités paragouvernementale aussi. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'avais cette habitude, quand on me pose la question « Ah, tu bois pas d'alcool ?» de pouvoir aussi expliquer un peu mon lien avec des associations de RDR, donc de réduction des risques, quand je dis RDR. C'est assez fréquent aussi qu'on me dise « Ah, mais tu sais, j'ai un pote, ah, mais ma meuf, ah, mon mec, tu sais, il a des consommations, ou il a ça, il fait ci, ça m'inquiète beaucoup, comment est-ce que je peux l'aider ?»
Et souvent, j'ai ce genre de témoignages ou de trucs en soirée ou quoi. Et du coup, moi, je suis trop content de pouvoir en parler avec les gens parce que, je suis pas un addictologue là, on est juste en train de parler, on discute quoi, et c'est important. Et du coup, ça permet d'avoir aussi accès à une forme de réalité assez spécifique. C'est fou comme le refus d'un verre peut Ouais, bah tu vois, je suis bien, t'inquiète, je prévois tout. Tout est calculé. Tout est calculé pour parler de réduction des risques. Non, mais voilà, et du coup, bah, souvent, et j'ai ces témoignages-là, et ça m'est arrivé pas mal de fois, et ce que je dis souvent, c'est un peu le même dicton que j'utilise, parce qu'en plus, il est un peu en mode, un peu franchouillard, j'ai l'impression, c'est « on fera jamais boire un âne qui a pas soif ». Mais en fait, ça, on peut le déplier à plein de niveaux, et se dire que, en fait, concrètement, par rapport à n'importe quelle consommation, par rapport à n'importe quelle pratique à risque, par rapport à n'importe quelle activité qu'une personne peut pratiquer, qui peut amener des risques. On peut prendre le saut en parachute toujours, pour quelque chose de peut-être plus normal d'un point de vue sociétal, même si on pourrait y réfléchir. Si la personne ne perçoit pas dans cette activité propre le fait de sauter d'un avion en l'air à plus de je ne sais pas combien de mètres de hauteur, un problème, mais en fait, il y aura des gens qui vont aller lui dire « mais c'est complètement dangereux, tu te rends compte, tu risques de mourir, tous les gens comme toi, ils sont très dangereux, vous allez influencer les gens, les jeunes, ils vont faire comme vous. Mais en fait, moi je le fais, il n'y a pas énormément de risques, c'est à peu près calculé, je fais au mieux. En fait, ça, on peut le transposer à la question des consommations, c'est-à-dire que si la personne elle ne voit pas le problème dans sa pratique, bah, tu pourras faire ce que tu veux. Il faut faire en sorte, évidemment, d'accompagner. Si toi, tu as un doute, si tu as une crainte par rapport à une personne à laquelle tu tiens, l'idée, c'est pas de dire tu peux rien faire, c'est d'aller lui partager tes doutes, de faire reflet par rapport à ce que toi, tu peux ressentir. Et ça va sans doute l'aider, peut-être même à réfléchir à certaines choses. Mais in fine, je reste persuadé que c'est la personne qui pourra actionner les leviers nécessaires au changement de sa situation, parce qu'autrement, ça ne sera pas quelque chose de sincère et ça ne pourra pas tenir sur le long terme, parce qu'en fait, comme on l'a dit, une consommation, c'est quelque chose qui est complexe, qui est multidimensionnel, et donc on ne peut pas s'imaginer que ce soit une personne extérieure qui puisse... Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire qu'on est incapable d'aider une personne, qu'on est on est des corps hermétiques, c'est pas vrai. On peut aider celles et ceux qui le désirent. Voilà, et sur tous les aspects possibles. Non, mais voilà, c'est ça. Et du coup, bon, déjà, cette question-là, elle me paraissait importante à traiter sur, en fait, encore une fois, on fera jamais boire un âne qui a pas soif. Ah, c'est vrai. C'est une bonne expression. Je sais même pas il faudrait que je me renseigne un peu sur l'origine de cette expression. Pauvres ânes. mais du coup, voilà, pour dire aussi, pour revenir à cette politique de santé publique qui est la réduction des risques et des dommages, par rapport à la consommation de drogue, mais aussi aux pratiques à risque. C'est donc quelque chose qui est porté par différentes entités. Je l'ai dit un peu au début, moi je suis bénévole dans une association en ce moment à Marseille. J'ai été bénévole à Strasbourg, à Montréal. Dans ces trois villes, il y a des structures qui portent différentes manières de faire de la réduction des risques. Encore une fois, je l'ai dit un peu plus tôt, mais dans différents milieux. Si vous avez l'habitude de fréquenter des milieux festifs, peut-être que vous avez vu des stands avec des bouchons d'oreilles, des préservatifs, des flyers. Là, j'en ai ramené quelques-uns. On peut voir, par exemple, ça c'est un peu old school, peut-être des archives même d'une association qui s'appelle l'Orange Bleu, qui est une structure qui est basée en Bretagne et qui fait ce genre de petits flyers. Il y a évidemment les flyers de l'association Technoplus qui existe depuis 1995 et qui elle aussi a été fondée par des personnes concernées, par des personnes du coup qui étaient utilisatrices de substances, qui sortaient dans les milieux festifs, notamment les free parties, et qui avaient pour but de créer une association pour revendiquer des droits et des subventions de santé publique. Et donc, l'idée avec ces entités-là, c'est que moi, j'ai vraiment pu aussi conscientiser mon rapport aux substances et aux pratiques à risque. Je pense que tout ce que je dis ici, c'est teinté par cet engagement-là et par les personnes que j'ai pu rencontrer. Il y a des personnes que je considère vraiment comme... certaines des gens de ma famille en fait presque, mais aussi d'autres qui sont des mentors, des maîtres à penser si on veut, qui m'ont transmis des choses et elles se reconnaîtront si elles l'entendent, mais des choses vraiment capitales. Je pense notamment à un des coordinateurs d'une association, la première association dans laquelle je suis allé à Strasbourg, qui avait cette phrase, je pense, assez forte pour décrire l'engagement de personnes bénévoles qui du coup s'impliquent des soirées entières, qui passent des nuits à pas dormir et à essayer d'être à peu près présents pour accueillir les gens sur le stand.
et les informer en disant les bénévoles, ils s'impliquent pour rendre à la teuf ce que la teuf leur a donné. Et tu vois ce truc de dire, en fait, on est là aussi pour des fois aussi renvoyer l'appareil, renvoyer l'ascenseur, boucler la boucle. Enfin voilà, J'allais dire la boucle et boucle. Voilà, on peut en faire beaucoup quoi. Surtout que moi je me suis intéressé dans certaines de mes recherches et je continue à le faire sur la question du bénévolat dans ces milieux de la réduction des risques et des dommages. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire donner de son temps, qu'est-ce que ça veut dire avoir un statut qui est du coup pas salarié. Mais qui peut permettre de se professionnaliser. Enfin voilà, ça aussi c'est toute une question par rapport à la question aussi du militantisme, qui est une question complexe, parce que porter aussi des revendications politiques, sociales, par exemple, pour faire en sorte que des salles de consommation à moindre risque puissent ouvrir, c'est un enjeu. Par exemple, voilà, moi je l'ai dit aussi un peu plus tôt, mais j'ai pu travailler dans un service d'injection supervisée au Québec. Dans la ville de Montréal, il existe 4 dispositifs fixes pour des personnes qui consomment par voie intraveineuse. Donc moi j'ai eu la chance, et je considère que c'est une chance pour tout ce que ça m'a apporté de travailler pendant un peu moins d'1 an là-bas. Donc c'était vraiment une expérience qui m'a beaucoup marqué. Par contre, en France, donc là on est juste au Québec, pas sur tout le territoire canadien. Pardon, on est juste à Montréal pour les 4 dispositifs, pas sur tout le Québec ou tout le Canada. Par contre, quand on arrive en France, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a uniquement 2 salles dans tout le territoire national. Okay. Il y a 2 salles, une à Paris et une à Strasbourg. Et elles ont ouvert en 2016. Du coup, en 2016, elles ont été ouvertes, mais à titre expérimental, parce qu'il faut faire attention et s'assurer qu'on sauve bien des vies, même si les chiffres le démontrent depuis longtemps. En fait, voilà, c'est ce genre de dispositifs qui sont un peu, pour moi, la phase finale un peu de la réduction des risques, même si ça veut pas dire grand-chose de le dire comme ça, mais tu vois, d'un stand dans un concert où les gens peuvent se dire « Ah, il est cool, ah, c'est un flyer intéressant, je vais le lire pour se demander… si leurs potes qui consomment du GHB ou ah ouais, le cannabis que je fumais à l'époque, j'en fume plus, enfin tu vois, des trucs un peu comme ça, jusqu'à un dispositif d'accueil qui permet à des personnes qui, pour beaucoup, n'ont pas forcément d'espace dans lesquels vivre, puissent être accueillies, avoir un soutien social, médical, psychique des fois, enfin psychiatrique en l'occurrence. C'est des choses, à mon sens, importantes et qui relèvent des droits humains en fait, mais voilà, c'est des choses qui sont complexes à mettre en place. Comme je l'ai dit, il n'y en a que 2 en France, là où sur juste Paris intramuros, il en faudrait environ 6 pour répondre aux besoins. Actuellement, moi je suis basé à Marseille, comme je l'ai dit, et il y a une salle de consommation qui devrait ouvrir au printemps. Okay. Sauf que voilà, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des écoles autour, et du coup, il y a des collectifs de parents qui se sont créés pour justement alerter les pouvoirs publics sur la crainte qu'ils ressentent. Et je pense que ça permet aussi de comprendre un peu la tension morale que posent les drogues, parce qu'en fait là on parle de personnes qui consomment par voie intraveineuse, notamment de la cocaïne, de l'héroïne, mais la question de la consommation d'alcool, ce genre de choses, elle est jamais vraiment posée. Là où en plus la consommation d'alcool fait plus de morts que la consommation d'héroïne ou cocaïne réunie, tu vois. Donc le principe d'avoir ces dispositifs là aussi, c'est que ce soit encadré, sécurisé, et que justement le reste de l'environnement, enfin ce qui se passe autour ne soit pas impacté par cette consommation-là. Sauf que ça crée plein de problèmes, et là je vais pas rentrer dans les détails parce que là c'est aussi tout un truc où en fait il y a plein d'enjeux qui se mêlent. Il y a évidemment l'extrême droite qui est pas loin pour utiliser ces arguments-là pour faire en sorte de jouer sur des peurs en fait, et c'est des choses qui je crois sont très représentatives en fait du rapport qu'on peut avoir par rapport aux drogues et à certaines d'entre elles, et aux pratiques à risque, parce qu'en plus il y a aussi toute cette hiérarchisation dans les manières de consommer des drogues, entre des personnes qui vont ingérer une substance, une personne qui va la sniffer, une autre qui va la fumer, et une autre qui va l'injecter. Tu vois, il y a tout un truc où en fait nos représentations elles sont forgées, et on va imaginer que l'injection c'est la manière la plus grave de consommer. Évidemment, c'est une pratique qui est particulièrement à risque, et il faut faire attention. Et il y a beaucoup de choses à savoir sur cette pratique, sauf qu'une personne qui va consommer par voie intraveineuse, disons, je sais pas moi, une fois par semaine, elle a sans doute beaucoup moins à risquer qu'une personne qui consomme quotidiennement. Tu vois, et c'est tout. En fait, c'est des calculs qu'il faut faire.
Je vais aussi référencer le compte Instagram de mon association actuelle qui s'appelle le Bus 3132 et qui a une mission notamment festive, donc dans les milieux urbains, dans les salles de concert, etc., ainsi que sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Vous pouvez les trouver sous le sigle Plus belle la nuit, parce qu'on est à Marseille. Donc voilà, Plus belle la nuit, PBLN, qui produit beaucoup de contenu. Et qui, notamment sur leur compte Instagram, ont beaucoup de ressources qui peuvent permettre peut-être à vous qui nous écoutez de vous informer, de raisonner avec certaines choses auxquelles vous pensez, de transmettre des informations à vos proches. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai eu une camarade qui m'écrit en me disant « Ah mais ouais, là il y a cette personne qui voilà, a tels enjeux de consommation sur cette substance, tu sais où est-ce que je pourrais trouver des choses ?» Et en fait, sur la page Instagram, en plus c'est intéressant parce que du coup les gens voilà, il ne faut pas aller sur des PDF, des trucs, faire des recherches Google. Avant Ouais, carrément. Il y a des informations, il y a des mèmes, parce que du coup, c'est aussi important, je crois, de faire passer les informations de manière des fois un peu subtile, voire humoristique, même si là encore, faudrait débattre. Et aussi des témoignages, parce que je pense qu'un peu comme on est en train de le faire là, et ça pourrait peut-être être un peu une note conclusive, mais à mon sens, et pas que à mon sens d'ailleurs, puisque j'ai eu la chance de travailler avec différentes personnes, notamment quand j'étais à Montréal, dans une équipe de recherche qui est dirigée par une chercheuse en travail social qui s'appelle Marianne Ngemensa, et qui dirige une équipe de recherche qui s'appelle Culture du témoignage, au pluriel. Testimonial Cultures, et qui en fait réfléchit aux côtés de beaucoup d'autres personnes à la manière dont le fait de s'exprimer et de partager une part de réalité, comme on est en train un peu de le faire, ça participe justement à cette idée de déstigmatisation. En l'occurrence, là, dans l'équipe de recherche, on s'intéresse aux drogues, mais pas que. On s'intéresse notamment au vécu de personnes qui vivent avec le VIH, qui sont travailleurs ou travailleuses du sexe, ou des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et du coup, comment est-ce que ces personnes-là, une fois qu'elles témoignent de leur réalité dans le monde, c'est-à-dire à travers des médias, à travers des livres, à travers voilà, des prises de parole publiques, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que le témoignage peut enclencher des choses chez les personnes concernées par cette réalité-là, mais aussi par des personnes qui en sont extérieures. Et du coup, ça rejoint aussi un peu l'idée de témoigner par rapport à sa consommation qu'on a pu parler par rapport aux exemples que j'ai cités avant. Et voilà, je pense que cette idée de témoignage-là, elle est primordiale à prendre en compte. Et si le podcast qu'on est en train de faire actuellement, il pouvait amener à réfléchir certaines personnes à l'importance que ça peut avoir de pouvoir se positionner, pas que de manière publique, mais aussi face à d'autres personnes, de partager son vécu, de dire en fait non, moi là, j'ai pas eu une bonne expérience, ou ça m'a pas fait du bien, ça c'était très positif, alors qu'on peut dire que ça c'est très négatif, il faut pas le faire. Mais en fait, moi j'ai ressenti du plaisir. Parce qu'une des choses sur lesquelles je voudrais peut-être finir, c'est que souvent quand on parle de réduction des risques, quand on parle de drogue, quand on parle de pratiques à risque, c'est des choses où justement on va mettre l'emphase sur le risque, sur le danger, il faut faire attention. Sauf que très souvent, et on en a un peu parlé aussi, mais quand on consomme ou quand on a des pratiques, c'est aussi pour rechercher du plaisir. Et du coup, c'est souvent notamment une ligne que défend Plus belle la nuit, c'est le fait de autant parler des risques que des plaisirs. Parce qu'en fait, si on accueille une personne qui arrive sur notre stand et qu'on lui dit ouais, alors il faut que tu fasses ça pour éviter de risquer quelque chose, mais qu'on parle pas du tout de pourquoi est-ce qu'elle a envie pourquoi est-ce qu'elle pratique ça, pourquoi est-ce que voilà, qu'est-ce que ça lui fait ressentir, est-ce que ça lui fait du bien, comment est-ce que ça lui fait du bien. Enfin, tu vois, il y a vraiment une question autour des plaisirs qui je crois est fondamentale et qui ne se pose pas nécessairement quand on parle de substances, de pratiques à risque. Quand on parle d'alcool, en fait l'alcool ça procure beaucoup de choses, des plaisirs, on trinque, on est content, on se retrouve, on se fédère. Il y a même des magasins d'alcool, des endroits dans lesquels on peut tous se regrouper pour consommer de l'alcool, un peu des salles de consommation à moindre risque géantes, sauf qu'il n'y en a pas que 2 en France. Et en fait, pour moi il y a un peu cette idée de remettre aussi, un peu repolitiser la question des plaisirs pour mieux faire en sorte d'approcher et naviguer les risques qui peuvent en découler. Prendre tout le spectre en considération, ouais, c'est vrai. Eh bien, merci beaucoup. Bravo, merci. Je suis ravi, vraiment. On a de la chance. Il n'est pas souvent à Strasbourg. Arrête. On parle de quand ? Le 30 ? Le 31 du coup ? 31. Ok.
Et on a quand même pu faire cet épisode, donc j'en suis vraiment ravi. Merci encore. Merci à toi, Valentin. Avec plaisir. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker. On mettra tout en description également par rapport aux liens, aux sources. Et bien sûr, en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de votre monde intérieur. Sous ma peau.